plus la voix des sans-voix. Chers auditeurs, auditrices de la radio des sans-voix, bienvenue à l'émission Les Artisans de la paix. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, nous avons tenu à vous présenter le portrait de Rosa Parks, le symbole de la lutte antiségrégationniste aux États-Unis. Rosa Louise Macaulay, devenue Rosa Parks après son mariage, est née le 4 février 1913 à Alabama aux États-Unis. C'était la fille aînée d'une famille très modeste de 2 enfants. Son père James et sa mère Leona Macaulay étaient respectivement charpentiers et institutrices. Son enfance fut marquée par des problèmes de santé, amygdalite chronique et par le divorce de ses parents. Voilà pourquoi elle grandit dans une ferme avec sa grand-mère, son frère cadet et ses grands-parents. En raison des problèmes relatifs à la scolarisation des Noirs américains à cette époque, elle fut éduquée par sa mère à la maison jusqu'à l'âge de 11 ans. Elle fut ensuite envoyée à l'Industrial School for Girls à Montgomery où habitait sa tante, une institution qui avait été fondée par des familles blanches du nord des États-Unis pour les enfants noirs. Puis Rosa Parks alla faire ses études de secondaire à Alabama State Teacher College for Negroes. Néanmoins, elle ne put aller au bout de ses études car elle dut prendre soin de sa grand-mère puis de sa mère qui était tombée malade. En 1932, Rosa Parks épousa un barbier adepte de la cause des droits civiques, Raymond Parks. Il était membre de l'Association de l'Alabama pour la promotion des gens de couleur, National Association for the Advancement of Colored People. Rosa a travaillé en tant que couturière de 1930 à 1955, entre autres emplois. Rosa Parks et ses parents ont vécu l'oppression de la ségrégation raciale. Son grand-père avait d'ailleurs l'habitude de monter la garde la nuit devant leur ferme contre les actions du Ku Klux Klan qui avait brûlé à 2 reprises la Montgomery Industrial School for Girls. Pour Rosa, les autobus étaient l'un des symboles de cette ségrégation. Elle devait aller à l'école à pied alors que les enfants blancs avaient droit à l'autobus scolaire. À l'âge adulte, elle s'est impliquée dans quelques organisations de lutte pour les droits civils, comme la National Association for the Advancement of Colored People and l'American Civil Rights Movement, mais de manière discrète. Un jour de décembre 1955, Rosa Parks sortit de l'ombre par un simple geste qui allait marquer sa vie et l'histoire des États-Unis d'Amérique. Elle refusa de céder sa place à un passager blanc dans un autobus à Montgomery, Alabama, alors que le chauffeur le lui demandait. En principe, les 4 premiers rangs des bus de Montgomery étaient réservés aux passagers blancs. Les Noirs devaient s'asseoir à l'arrière alors qu'ils représentaient les 3/4 des utilisateurs. Rosa avait déjà subi ce genre d'humiliation à plusieurs reprises. Son refus de céder sa place n'a pas été un acte spontané. Elle était bien consciente de la violation de ses droits, tout comme ceux de tous les Noirs des États-Unis de l'époque. Voici 2 extraits de son témoignage qui en disent long. Les gens racontent que j'ai refusé de céder mon siège parce que j'étais fatiguée, mais ce n'est pas vrai. Je n'étais pas fatiguée physiquement, pas plus que d'habitude à la fin de journée de travail. Je n'étais pas vieille, alors que certains donnent de moi l'image d'une vieille. J'avais 42 ans. Non, la seule fatigue que j'avais était celle de céder. Rosa Parks était-elle la première personne à poser cet acte? La réponse est non. D'autres personnes avaient bel et bien déjà dit non à l'inacceptable, à la ségrégation raciale. Par exemple, en 1944, Jackie Robinson, joueur noir de la Ligue professionnelle de baseball, avait lui aussi refusé d'être cantonné dans la partie du bus réservée aux non-blancs. En 1944, Jackie Robinson, joueur noir de la Ligue professionnelle de baseball, avait lui aussi refusé d'être cantonné dans la partie du bus réservée aux non-blancs, au Texas. Il fut acquitté en cour martiale. À la suite à son arrestation, Rosa reçut une amende de $15. Quelques jours plus tard, soit le 5 décembre 1955, elle fit appel de ce jugement, comme l'a si bien signalé Jesse Jackson. En effet, cet acte courageux constitua la dernière goutte qui allait faire déborder le vase. Ce fut l'élément déclencheur, le catalyseur, le point de départ de la grande marche vers la liberté, la justice et le respect des droits civiques aux États-Unis.
La réaction fut immédiate à la suite de l'arrestation de Rosa Parks. Les associations de défense et des droits civiques entreprirent un mouvement visant à boycotter les compagnies ségrégationnistes d'autobus. Les différentes associations et églises ne tardèrent pas à rejoindre le mouvement pour le progrès de Montgomery. Un pasteur de 27 ans venu d'Atlanta, Martin Luther King, s'afficha rapidement comme le chef de file du mouvement. 3 revendications furent formulées immédiatement: la liberté pour les Noirs comme pour les Blancs de s'asseoir où ils veulent dans les autobus, la courtoisie des chauffeurs à l'égard de tout le monde, l'embauche de chauffeurs noirs. Le boycottage de Montgomery joua un rôle majeur dans le leadership de Martin Luther King. Le chemin était lent, une décennie de combats. Ce vaste mouvement pour les droits civiques a été couronné avec le fameux discours de Martin Luther King, I Have a Dream. Cette campagne, qui a duré 381 jours, a abouti le 13 novembre 1956 à la cessation des lois ségrégationnistes dans les bus, décrétées par la Cour suprême qui les déclara anticonstitutionnelles. Le président démocrate Lyndon Johnson signa respectivement en 1964 et 1965 la loi sur les droits civiques, puis la loi sur le droit de vote. Rosa Parks continua pendant toute sa vie à défendre les droits civiques. Elle est devenue une icône pour le mouvement des droits civiques. Elle a notamment travaillé avec le représentant afro-américain du Michigan, John Converse. En 1987, elle a créé le Rosa and Raymond Parks Institute for Self-Development. Elle est devenue une figure emblématique de la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis, ce qui lui a valu le surnom de mère du mouvement des droits civiques de la part du Congrès américain. Rosa Parks a vécu une fin de vie très difficile. Elle fut hospitalisée à la suite d'un vol à main armée commis le 30 août 1994 par un jeune homme de 28 ans du nom de Joseph Skyper qui lui vola $53. Elle résida à Détroit jusqu'à son dernier soupir le 24 octobre 2005. De 2004 à sa mort, elle a souffert de démence dégénérative. Elle connut des difficultés financières et dut faire appel à l'aide de l'Église. Rosa Parks est morte le 24 octobre 2005 à Détroit, Michigan. De nombreuses initiatives ont marqué son départ. Le président américain d'alors a déclaré la mise en berne des drapeaux à travers tous les États-Unis le jour de son enterrement. Sa dépouille est restée exposée pendant 2 jours dans le pavillon du Capitole pour un hommage public. Toute la classe politique américaine lui a rendu hommage, y compris le président George Bush dans une allocution télévisée, alors qu'un tel privilège est habituellement réservé aux hommes politiques et aux soldats. En fait, elle est devenue la première femme et la 31e personne à recevoir cet honneur après l'ancien président Ronald Reagan en juin 2004. Ses funérailles ont réuni des milliers de personnes. Le nombre d'Américains lui ont rendu hommage dans les premiers jours suivant ses obsèques est estimé à 60 000. De nombreuses personnalités, entre autres l'ancien président Bill Clinton, la sénatrice de New York Hillary Clinton, le pasteur noir Jesse Jackson, des élus noirs du Congrès et des dirigeants du mouvement des droits civiques ont assisté à ses funérailles. Les premières places du bus de Montgomery sont réservées, vacantes depuis l'annonce de son décès jusqu'à ses funérailles. On y trouve une photo de Rosa Parks entourée d'un ruban et cette inscription: la société de bus RTA rend hommage à la femme qui s'est tenue debout en restant assise. C'était la fin de notre émission. Merci de nous avoir écoutés et je vous dis à bientôt pour un autre numéro.